Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur au programme de l'émission. Aujourd'hui, on va démarrer d'abord par notre focus. À travers ses conseils pédagogiques, il incite son million d'abonnés sur les réseaux sociaux à lutter contre la sédentarité, à bouger, à prendre soin de soi, c'est important. Et c'est Major Mouvement qui est notre focus du jour. On en parle dans un instant. D'abord, elle a une idée derrière la tech, elle s'appelle Jeanne Dreyfus. Elle est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler? Eh bien, après un corps sain, il faut un esprit sain. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'une BD publiée aux Arènes qui retrace l'histoire de la psychologie en 250 ans. Tout un programme. Tout un programme, on en parle avec vous dans un instant. Et puis, c'est notre question du jour, comment expliquer ChatGPT à un enfant? Comment rédiger un bon prompt aussi? Et puis surtout, faut-il avoir peur ou se réjouir de cette nouvelle ère de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, dans l'École du Futur, on vous propose un voyage au cœur de l'IA générative avec une experte qui a décidé de la rendre compréhensible pour tous. Elle s'appelle Yasmina Salmanji. Elle est en duplex avec nous. Bonjour Yasmina, soyez la bienvenue. Bonjour. Vous êtes autrice, conférencière, prompt engineer, autrice de ces deux livres, donc ChatGPT pour les nuls et puis de l'intelligence artificielle générative pour les nuls. On va en parler avec vous dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, il met en lumière les mots de notre corps et réunit plus d'1 million de personnes sur sa chaîne YouTube. Grégoire Gibault, alias Major Mouvement, nous transporte dans son univers de kinésithérapeute passionné, entre humour, divertissement et conseils santé. Il est notre influenceur, aujourd'hui présenté par Dylan Kohler. Il est assez stylé ton masque de Batman. Il te va super bien. En fait, s'il faut, Batman, c'est quelqu'un qui se trimballe un torticolis depuis le début. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mal de dos, mauvaise posture, besoin d'une consultation, ça tombe bien. On s'intéresse aujourd'hui à un phénomène qui révolutionne l'univers de la santé sur Internet. Major Mouvement. Grégoire Gibault, kinésithérapeute de 37 ans originaire de Toulouse, est devenu en quelques années une figure incontournable de la vulgarisation médicale sur les réseaux sociaux. Diplômé en kinésithérapie, Grégoire a commencé sa carrière de manière plutôt traditionnelle. C'est en 2020, pendant le confinement, qu'il décide de partager sa profession. Son approche novatrice mêle expertise médicale, humour et divertissement. Et comme on dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Major Mouvement, c'est aujourd'hui près d'1 300 000 abonnés sur YouTube et plus de 148 000 abonnés sur TikTok. Le vidéaste met en lumière les mots de notre corps en apportant connaissances et exercices pour mieux le comprendre. À travers des objets du quotidien, il illustre ses propos, rendant ses conseils facilement applicables. Est-ce que ça t'arrive parfois de vouloir gagner en amplitude pour toucher le sol et de sentir que t'es limité? Alors on peut déjà avoir un petit indice avec la tête. Si par exemple vous êtes ici et que vous êtes limité, si vous amenez la tête en arrière et que vous pouvez descendre plus bas, c'est que vous avez réduit la tension neurale et donc ce qui vous limitait à ce moment-là, c'était une mise en tension neurale. Au-delà des réseaux sociaux, Major Mouvement est aussi auteur de livres à succès tels que 10 clés pour un corps en bonne santé. Il invite également sur sa chaîne de nombreuses personnalités dont il essaye de déceler tous les secrets de leur corps. Aujourd'hui, une analyse de posture. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Dans ces vidéos, en fait, ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce que le sport transforme notre corps? Et dans quelle mesure, moi, avec mon expérience de kiné, je suis capable de voir tes points forts, tes points faibles, tes douleurs, tes blessures. C'est la fameuse analyse de posture. Oh putain, ça rime. Malgré son succès, Grégoire maintient une pratique clinique, soulignant l'importance du contact direct avec ses patients. Il représente aujourd'hui une profession peu médiatisée, lui qui conjugue habilement expertise médicale et communication moderne. Un phénomène qui pourrait bien influencer durablement la manière dont nous appréhendons notre santé au quotidien. Allez, autre chose maintenant, c'est sans doute l'une des compétences les plus recherchées de demain, celle de savoir parler à une intelligence artificielle. Et justement, mon invité en duplex aujourd'hui fait partie des rares expertes en France à pratiquer le métier de prompt engineer. Elle publie des livres, des conférences aussi pour rendre cette technologie accessible, bien sûr aux adultes, mais aussi aux plus jeunes. Ensemble, avec elle, on va comprendre justement comment l'IA transforme notre manière d'apprendre, de travailler, de penser. On a quelques questions à lui poser tout de suite dans la première partie du talk.
Notre invitée en duplex avec nous aujourd'hui, Yasmina Salmanji. Je rappelle donc que vous êtes prompt engineer et autrice de ces 2 livres, notamment parmi vos autres livres, ChatGPT pour les nuls et l'intelligence artificielle générative pour les nuls. Yasmina, avant d'entrer dans le cœur du sujet, une question simple. Comment vous êtes tombée quelque part dans l'intelligence artificielle générative ? Alors, je suis une passionnée des technologies depuis toujours. Je suis ingénieure de formation. Et quand j'étais étudiante, on parlait déjà beaucoup d'IA. Ce qui a tout changé, c'est que les IA génératives, depuis 2 ans et demi à peu près, sont accessibles au grand public. Et elles sont basées aussi sur le langage naturel. Ce qui fait qu'elles sont devenues accessibles à tout le monde et plus seulement aux ingénieurs en laboratoire ou aux personnes qui ont un gros bagage technique. Et moi, j'ai compris tout de suite que ça allait changer la donne, puisque, comme vous l'avez vu, ChatGPT a conquis à peu près 2 millions d'utilisateurs en à peine un mois. Et je me suis tout de suite passionnée par le phénomène. Passionnée par le phénomène, et puis il y a eu un déclencheur aussi, j'imagine, de vos premiers livres sur les nouvelles technologies. C'est peut-être une envie de vulgariser aussi, de rendre accessible quelque part ces technologies au plus grand nombre. Oui, exactement. C'est ce que je fais depuis toujours aussi. Je m'efforce en fait d'expliquer avec des termes simples des technologies qui peuvent avoir l'air complexes au départ. Alors, en tant que prompt engineer aussi, quel est votre quotidien? En quoi consiste votre métier? Peut-être pour celles et ceux qui nous regardent, jeunes, qui se posent des questions sur leur avenir aussi et qui se demandent bien ce que vous faites. Alors, le métier de prompt engineer est intéressant dans le sens où il est à la frontière en fait entre, je dirais presque la littérature et la technique. C'est la personne, en fait, le prompt engineer, qui va faire le lien entre la machine et l'humain. Parce qu'en fait, une intelligence artificielle, c'est tout simplement un programme, un algorithme qui marche bien seulement si on lui parle bien. Et c'est ça mon métier de tous les jours, c'est de faire en sorte que la machine me fournisse exactement le résultat attendu en lui exprimant avec les bons mots ce que j'attends d'elle. C'est pas toujours évident, effectivement. Alors, vous essayez, si je peux me permettre, de nous donner quelques conseils, justement, parce que vous êtes l'auteur du tout premier livre, vous le dites en français, sur ChatGPT. Pourquoi c'était essentiel, justement, de s'adresser aux nuls, de le rendre accessible aux nuls, ce livre? Alors, le concept de la collection pour les nuls, c'est justement de s'adresser à des gens qui, au départ, n'y connaissent rien et d'aller progressivement vers des fonctionnalités plus pointues. Et en fait, l'idée, c'est que justement, ces technologies, elles sont accessibles à tous parce qu'en plus, elles sont gratuites pour la plupart, même s'il y a des abonnements payants. Mais aujourd'hui, il est essentiel de saisir la vague de l'IA parce que ceux qui ne l'apprendront pas resteront un peu sur le carreau, comme on dit. Qu'est-ce que les erreurs les plus fréquentes que vous observez chez les nouveaux utilisateurs de ChatGPT, par exemple, c'est quoi? Déjà, ne pas être précis. En fait, l'IA générative, c'est comme un super assistant qui aurait lu tous les livres du monde. Mais si vous ne lui demandez pas les choses précisément et correctement, vous obtiendrez une réponse du même niveau, peu précise ou inappropriée. Donc l'idée, c'est d'être extrêmement précis dans ses requêtes, sachant qu'un bon prompt, c'est tout un ensemble de choses. Ça va être bien sûr la demande, mais aussi un contexte, des instructions de format, des contraintes, etc., qui vont faire que la réponse obtenue sera adéquate. Vous êtes dans un métier en constante évolution, j'imagine, parce que ChatGPT, comme d'autres modèles d'intelligence artificielle générative, ils évoluent jour après jour avec de nouvelles fonctionnalités, avec des changements d'algorithmes aussi. Ça implique, j'imagine aussi, évidemment, un suivi tout particulier, très attentif aussi de ces évolutions. Oui, et d'autant qu'il y a des nouveaux acteurs qui entrent tous les jours dans l'ensemble de l'écosystème IA, on va dire. Les fonctionnalités évoluent très très vite et il y a tous les jours des nouveautés, c'est vrai. Et surtout, on voit une progression assez exponentielle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 ou 2 ans, les images générées par l'IA étaient assez grossières. On voyait très très vite que c'était l'IA. Aujourd'hui, on a des choses qui sont extrêmement réalistes et qui sont assez spectaculaires. Ça progresse à vitesse grand V. Justement, est-ce que vous enseignez l'art des prompts autant pour les métiers créatifs, architectes, graphistes, cinématographes, et en même temps des recherches textuelles? Il y a des différences entre les deux? Oui, en fait, chaque métier a sa manière d'utiliser l'IA, entre guillemets. Et c'est très différent d'utiliser l'IA
à des fins créatives, comme vous le disiez, par exemple pour les cinéastes, les gens qui écrivent, qui font de l'art visuel, etc. Ou dans un cadre strictement professionnel où il va s'agir de gagner du temps, d'optimiser des processus, d'automatiser des tâches, etc. Vos formations, elles s'adressent aussi aux jeunes, peut-être, qui nous regardent. Est-ce que vous intervenez dans des écoles, dans des lycées, dans des écoles supérieures aussi, pour comprendre justement comment utiliser l'art du prompt? Parce qu'il faut dire aussi que c'est un art. On va en parler dans un instant, mais c'est pas toujours évident. Oui, j'enseigne dans des écoles, dans les grandes écoles post-bac, et je fais aussi de l'acculturation en lycée. Et puis je forme des enfants en leur apprenant comme ça les bases de l'IA. Et j'ai publié un ouvrage aussi qui explique l'IA aux ados et aux enfants. C'est très différent comme approche, sachant que aujourd'hui, une des problématiques principales, c'est de ne pas utiliser l'IA comme un remplaçant. Moi, j'explique toujours que l'IA, c'est un super assistant qui va nous aider à faire plein de choses. Ça peut aller justement de recherche à des choses plus créatives, comme nous aider à créer un manga, une pièce de théâtre, des choses comme ça. Mais qu'en aucun cas, l'IA n'est là pour nous remplacer. Je pense qu'aujourd'hui, tous les étudiants savent que s'ils font faire leur dissertation, leur lettre de motivation, leur mémoire par ChatGPT, ça se voit tout de suite. Et les profs aujourd'hui ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes et puis ils sont de plus en plus nombreux aussi à être formés. Yasmina, à cette intelligence artificielle, à ces outils aussi. On a oublié de poser le contexte, justement. On a 8 ans, toutes les trois. Comment vous nous expliquez ce que c'est qu'une intelligence artificielle, Yasmina? Alors, comme je le disais tout à l'heure, une intelligence artificielle, c'est comme un super assistant qui aurait lu tous les livres de votre bibliothèque, tous les forums, tous les sites internet, tout ce qu'il a trouvé, et qui ensuite se contente simplement de ressortir ce qu'il a appris, en fonction de ce que vous lui demandez. Il faut avoir conscience qu'une IA n'invente rien, elle se contente simplement de reformuler ou de réexprimer des choses qu'elle a déjà apprises par ailleurs. Et voilà, en gros, c'est comme si vous aviez comme je disais, un super stagiaire, un super assistant qui sait tout faire, mais à qui il faut quand même poser les bonnes questions, parce que sinon, imaginons, vous avez un super assistant, vous lui demandez de faire une affiche pour un concert. Vous n'allez pas lui dire « fais-moi une affiche pour un concert » parce que c'est trop vague. Si vous lui dites « fais-moi une affiche dans tel format, avec telle thématique, telle gamme de couleurs, pour tel événement, qui se situera à tel moment », là, l'IA va comprendre et va vous faire quelque chose de plus contextualisé, comme je le disais. Le contexte, c'est pas seulement ce qu'on va lui dire, ce qu'on va lui demander comme information, il y a aussi des choses qui sont implicites. Par exemple, la langue dont on parle. Quand on parle français, on n'a pas forcément la même culture que quand on parle espagnol ou anglais. Tout à fait, des grandes subtilités aussi qu'il faut prendre évidemment en compte quand on rédige un prompt. On va continuer justement à en parler avec vous. L'art d'écrire un bon prompt, c'est au programme notamment de notre deuxième partie du talk. D'abord chez Yasmina. Chère Yasmina, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet. C'est toujours le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée en duplex, Yasmina Salmanji. Je rappelle que vous êtes prompt engineer et autrice de ChatGPT pour les nuls et de l'intelligence artificielle générative pour les nuls. On continue à en parler avec vous dans un instant. Yasmina, d'abord, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'une bande dessinée de 250 pages aux arènes, intitulée L'incroyable histoire de la psychologie, tout un programme. Mi-livre d'histoire exhaustif sur la psychologie, mi-BD poilante. Cet opus de la très bonne collection des incroyables histoires 2, dont on parle souvent sur ce plateau, publié aux arènes, a attiré mon attention, évidemment parce que nous sommes en pleine année de la santé mentale, justement afin d'avoir des éclairages historiques sur ce qui a mené à une libération aujourd'hui de la parole sur les troubles de la santé mentale, incarnés par de nombreux ouvrages. On l'aura vu, celui de Nicolas Demorand, Intérieur Nuit, par exemple, celui de Philippe Hamotte, tous ces ouvrages donc, qui ont libéré la parole en cette année de santé mentale. Alors, à quand remonte cette histoire ? À ses origines extrêmement lointaines, autant qu'on puisse les connaître et les comprendre. L'auteur y interprète notamment les nombreuses trépanations pratiquées pendant la préhistoire, comme potentiellement faites pour guérir de divers comportements anormaux. Et 4% des crânes retrouvés, Philippine, il y a 10 000 ans, portent trace de ces trépanations, faisant donc des Néandertaliens les premiers psychopathes de l'histoire. Chapeau à l'artiste, bravo. Des pages sont aussi consacrées à l'Antiquité égyptienne, où des prêtres analysaient déjà les rêves 4 millénaires avant que ne le fasse Sigmund Freud et développaient d'étranges remèdes, notamment la fumigation près de l'entrejambe, en effet l'utérus ayant déjà la réputation d'être à l'origine de tous les maux. Fumigations qui seront pratiquées jusqu'à la Renaissance. Il ne faut pas l'oublier. Justement, on va parler de l'ère moderne avec vous. À partir de quand commence-t-on à faire de la psychologie, sinon une science, ou au moins un vrai champ d'études? Alors la Renaissance, elle reste tout à fait obscure quant à ce sujet de la santé mentale. Le marteau des sorcières, ce traité dominicain de 1486, qui incitait à une chasse sans merci, et ce pendant plus de 2 siècles, faisait face aux innombrables traités de démonologie qui expliquaient la folie, ou en tout cas ce qui était interprété comme tel. Et en ce siècle de guerres religieuses effrénées, on se souvient des 8 guerres de religion qui ont eu lieu au XVIe siècle, c'est peut-être davantage la folie du monde qui est soulignée. On se souvient peut-être de la phrase d'Erasme, c'est bien pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. Phrase qui peut résonner encore aujourd'hui grandement. Et pour répondre à votre question, il faudra plutôt attendre le 19e siècle pour tenter de rationaliser la folie et son pendant, le soin. Et la naissance de la psychiatrie, de la psychothérapie, est-ce qu'on en sait plus? Alors la psychiatrie, elle fait suite en effet à l'aliénisme. C'est ainsi qu'on appelait le traitement des aliénés à l'époque. L'idée en tout cas qu'il ne faut pas brutaliser les patients, mais les écouter, va petit à petit faire son chemin. Mais attention, patience, ça n'empêche pas certains internements abusifs. On peut citer celui tristement célèbre de Ercili Rouy, cette femme compositrice internée pendant 14 années consécutives alors qu'elle était seulement atypique, qui a écrit à ce propos et de son expérience, à propos de son expérience, un livre très beau que je vous conseille de lire. Cette écoute du patient, en tout cas, on ne le sait que trop. Elle sera érigée comme méthode par celui qu'on appelle abusivement le père de la psychanalyse, Sigmund Freud. Alors la BD, elle revient sur toute sa vie incroyable, sur ses premières pratiques de l'hypnose, sur ses prescriptions baroques de cocaïne pour les patients qui, évidemment, ont été parfois sans succès, probablement la plupart du temps sans succès, et sa définition de l'inconscient qu'on connaît aujourd'hui, divisé en ça, surmoi et moi. Le surmoi, c'est en fait défini par les injonctions qu'on se fait à soi-même, fais pas ci, fais pas ça, ou fais ci, fais ça. Le ça, c'est le lieu de toutes nos pulsions qui nous traversent. Et le moi, c'est le médiateur. C'est celui qui va faire la part des choses entre pulsion du ça et contrôle du surmoi. Freud écrivait d'ailleurs à ce sujet, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Est-ce que le livre apporte des approches plus contemporaines de la psychologie? Alors le livre, il aborde en effet notamment la psychologie sociale, qui explore par exemple les principes à l'œuvre dans le complotisme. Ces systèmes de croyances en conflit avec le principe de réalité, mais qui, chez les complotistes, dans une recherche d'équilibre psychique, opposera toujours
à toute contradiction ce qu'on peut appeler le oui, mais en fait non. J'explique ça. J'ai prévu la fin du monde, mais elle n'est pas arrivée. Oui, mais en fait, non, comme on a bien prié, en fait, eh bien, le fait que la fin du monde ne soit pas arrivée prouve bien qu'elle était prévue. Vous comprenez, Je comprends très bien. Bref, et une page seulement, et c'est dommage dans le livre, est dédiée au bouleversement amené par le développement des technologies. J'entends nanotechnologie, j'entends sciences cognitives ou biotechnologie, qui font envisager que le cerveau post-humain, hybride, pourrait avoir des besoins thérapeutiques très différents de ceux qu'on pratique aujourd'hui. Affaire à suivre. Donc, mais en attendant, n'oubliez pas cette phrase de Sénèque, au 1er siècle avant Jésus-Christ, « Il n'est personne chez qui la sagesse est venue avant la déraison ». Oui, mais enfin non, parce que... Voilà, c'est à Sénèque. Ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Deuxième partie du talk avec toujours notre invitée en duplex avec nous aujourd'hui. Je rappelle Yasmina Salmanji, vous êtes prompt engineer et autrice de ces deux livres, ChatGPT pour les nuls et l'intelligence artificielle pour les nuls. Vous nous avez expliqué en fin de première partie du talk qu'il y avait quelque part une sorte de grammaire du prompt, un art du prompt. Le fait de lui donner un maximum de détails, de contexte aussi sur ce qu'on a envie de lui faire faire justement pour que ce soit un bon assistant autant que cela soit possible aujourd'hui. Comment on devient prompt engineer d'ailleurs? Parce que je pense que nombreux sont ceux aussi qui nous regardent, celles qui nous regardent aussi et qui se posent la question. Est-ce qu'il y a une compétence d'avenir à enseigner des lycées justement ou à l'université? Et comment vous êtes dit que justement prompt engineer c'était l'avenir et c'était un métier pour vous aussi? Alors c'est une excellente question, d'autant que ça est en train de changer un peu parce que aujourd'hui prompt engineer ça englobe plus seulement les compétences de rédaction de prompt, mais aussi des compétences techniques. Donc ça passe par savoir coder par exemple en Python, etc. Et il existe plusieurs formations qui se situent donc post-bac qui permettent en fait d'acquérir toutes ces compétences, en particulier Ivan City, l'école de la data et l'IA, qui propose donc des formations, des bachelors, etc. Mais il est aussi possible de travailler tout seul chez soi parce que, comme je le disais, l'IA est accessible à tous. Prompt engineer, ça exige surtout d'avoir une maîtrise du langage impeccable. Maîtrise du langage impeccable, être bon donc dans les matières littéraires aussi et en même temps dans les matières scientifiques, ce qui fait que c'est accessible peut-être à tous aussi en fonction de ses majeurs, de ses spécificités, de ce qu'on aime aussi à l'école. Comment les enfants d'ailleurs ils réagissent quand vous les mettez devant un outil d'intelligence artificielle? ChatGPT peut être un exemple, mais est-ce qu'ils en ont peur? Est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'ils sont enthousiastes? Alors il y a deux types de personnes, un peu comme les adultes. Il y a ceux qui vont être très emballés, qui vont être épatés, pouvoir époustoufler, et puis ceux qui vont dire que ça ne les intéresse pas ou qui se méfient. Mais de manière générale, comme les enfants, les plus jeunes sont nés avec les technologies, on constate qu'il y a une grande appétence et une certaine forme de fascination aussi. Fascination aussi de la part des enseignants? Il faut les former aussi. Oui, quand j'interviens dans les lycées, c'est la même chose. On a des enseignants qui sont passionnés, qui ont compris qu'il y avait une vraie utilité. Puis il y a aussi des réticents qui sont toutes voiles dehors, qui ne veulent pas du tout en entendre parler. Et ça, pour moi, ça n'est pas, c'est pas une bonne idée. Interdire l'IA, etc. Nous, quand à Ivan City, où j'enseignais, on a des examens où l'utilisation de ChatGPT est obligatoire. Donc, au lieu de l'interdire, on part du principe que les élèves connaissent et doivent maîtriser la technologie. Et donc, évidemment, on met la barre plus haut. C'est ce qui va se passer à l'avenir. Aujourd'hui, quand un enseignant donne un devoir à faire à la maison, il est conscient que quasiment tout le monde a accès à ChatGPT et que y a ceux qui vont savoir bien l'utiliser et les autres. Alors justement, si c'est ça l'avenir, chère Yasmina, est-ce que l'école prépare suffisamment les jeunes à vivre avec l'intelligence artificielle et à l'utiliser? Parce que le risque justement, c'est de créer des disparités entre ceux qui y sont fermés et ceux qui n'y ont pas forcément accès ou en tout cas qui ont moins de facilité avec cet outil. Oui, alors après, c'est comme je le dis souvent, c'est comme au moment où ils ont inventé la bureautique, Word, Excel, etc. Il y a des gens qui ont dit qu'ils voulaient rester à la machine à écrire et puis
sur le marché du travail aujourd'hui, c'est devenu des compétences indispensables. Donc, moi, je pense que l'école commence à avoir conscience qu'il faut préparer les élèves à ces changements. Pour ce qui est de l'accessibilité, honnêtement, c'est vraiment presque accessible à tous, d'autant que les technologies sont accessibles sur smartphone. Et comme je le disais, elles sont gratuites. Donc, honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'excuses. Quel rôle pour l'enseignant? Ça aussi, c'est une question importante, effectivement, que nombreux se posent. Dans un monde où les IA peuvent tout expliquer, tout résumer, tout corriger aussi, ça pose des vraies questions. Oui, c'est vrai, mais comme je le disais tout à l'heure, l'IA, ça reste quand même une machine, je ne vais pas dire bête, parce que ce serait antinomique avec intelligence artificielle. En revanche, la machine, elle n'a pas ce qu'on appelle la sentience. C'est un mot latin qui veut dire en gros conscience, empathie. C'est pas la machine, elle n'a pas de sentiment, elle n'a pas non plus le sens de l'humour, de la poésie. Donc ça fera toujours une différence avec un être humain qui lui a toutes ses qualités et qui le différencie de la machine. L'IA est-elle en tout cas un outil de productivité, un levier ou un danger pour notre autonomie intellectuelle? Alors comme je le dis souvent, pour moi l'IA aujourd'hui c'est un peu comme le feu de Prométhée, c'est-à-dire que c'est un grand danger mais un grand pouvoir à la fois. L'idée c'est justement de savoir l'utiliser avec discernement parce qu'il y a plusieurs écueils, hein. Il y a évidemment d'abord les dysfonctionnements de l'IA, parce que l'IA, elle n'est pas parfaite, elle bug, elle a des hallucinations. Comme je le disais, elle ne comprend pas l'ironie. Si vous lui dites « Ah, j'ai passé une super journée aujourd'hui avec ironie », elle va vraiment comprendre que vous avez passé une super journée. Elle n'a pas cette compréhension que nous, on a. Et par ailleurs, c'est un grand pouvoir, puisqu'effectivement, aujourd'hui, elle peut donner la connaissance à n'importe qui. Et parmi les autres dangers que je pointe aussi souvent, il y a les mauvais usages, tout ce qui va être production de fake news, de désinformation de masse, et tout ce qui va toucher aussi à l'addiction. Je connais des adultes aujourd'hui qui ne savent plus se passer l'IA, même pour écrire 3 lignes, dans un mail de 3 lignes. On parle d'addiction à l'intelligence artificielle. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'entends ce terme dans l'une de mes émissions. Addiction à l'intelligence artificielle, ça vient aussi avec d'autres sujets. Vous avez commencé à l'aborder, le respect de la vie privée, la protection des données aussi, pour éviter qu'elles soient réutilisées par d'autres, la formation à l'esprit critique. Tout ça, quelque part, bien sûr que ça bouleverse le monde de l'enseignement. C'est quoi la priorité pour vous, si vous aviez une baguette magique, Yasmina? Si j'avais une baguette magique, par rapport à l'enseignement, je ne saurais pas exactement vous dire, mais par rapport à l'IA en général, je ferais en sorte que ça soit moins énergivore et moins coûteux pour l'environnement. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, à chaque fois que vous faites une requête, un prompt, ça coûte l'équivalent en énergie d'une douche chaude, d'une recharge complète de votre iPhone ou de votre smartphone. Donc, c'est extrêmement énergivore, extrêmement dangereux pour notre environnement de ne pas maîtriser non plus la manière dont ces technologies font appel à nos ressources. Et c'est important effectivement de le rappeler. Les sujets sont nombreux en tout cas autour de l'intelligence artificielle et on pourrait continuer à en parler pendant de longues minutes, mais l'émission va devoir se terminer. Merci en tout cas infiniment. Et Yasmina Salmanji d'avoir été parmi nous en duplex aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes prompt engineer, autrice, conférencière, formatrice et notamment donc à la tête de ces 2 livres, ChatGPT pour les nuls et l'intelligence artificielle générative pour les nuls. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Merci à vous aussi, Jeanne Dreyfus, d'avoir été en plateau avec moi aujourd'hui, de m'avoir accompagnée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Dylan Colère et Edouard Deniot d'avoir produit cette émission. Et puis nous, on se donne rendez-vous dès demain, toujours à 12h30 sur School TV. Bonne journée.